Bonjour Monsieur Manette, Bonjour. bienvenue dans ce Panda Live. Merci. Bienvenue également à tous les internautes qui nous suivent en direct sur Facebook Live ou en différé. Alors en quelques mots, le principe du Panda Live, c'est nous invitons en fait tous les partis politiques pour un interview de 20 minutes afin de mettre en lumière les propositions, les programmes de ce parti sur les matières climatiques et de biodiversité. C'est une précision importante parce qu'on se concentre sur les programmes et pas sur les bilans des partis. Vaut mieux pour certains. Alors en fin d'interview, on aura aussi l'occasion d'accueillir un jeune. Aujourd'hui, c'est Chahine d'Anderlecht qui viendra vous poser une question au nom de la jeunesse. Voilà, Parfait. c'est donc parti pour 20 minutes de Panda Live. Donc première question, c'est la question planète vivante, où vous avez certainement pris connaissance de notre rapport, qui montre que sur les 40 dernières années, nous avons perdu 60% des populations animales, vertébrées pour être plus précis. Alors au-delà des chiffres, ce sont des espèces aussi emblématiques que les tigres, les éléphants, les rhinocéros qui risquent de disparaître au cours des prochaines décennies si on ne fait rien. Et donc scénario fiction, le 26 mai, vous gagnez les élections belges, européennes, mais aussi vous avez la chance d'avoir la gouvernance du monde dans les mains pendant 24 heures. Alors qu'est-ce que vous feriez de ces 24 heures? Alors d'abord, ça risque pas d'arriver, ce serait bien. Mais C'est enfin, un scénario si c'est fiction, arrivé, oui. ça pourrait être intéressant. Sur la problématique de la disparition de certaines espèces animales, celles que vous évoquiez, je pense qu'il faut des mesures beaucoup plus strictes d'interdiction de la chasse et de l'exportation de certains de ces animaux, puisqu'on sait que malheureusement, c'est encore ça qui est responsable de la disparition d'un certain nombre d'entre eux. Et au-delà de ça, la perte de biodiversité plus proche de chez nous, en Europe, parce que vous évoquez des animaux qui vivent sur d'autres continents, mais en Europe aussi, la perte de biodiversité a été énorme. Je crois qu'elle suppose qu'on décrète la fin des engrais, des pesticides, des herbicides d'origine chimique à une date donnée pour permettre aux agriculteurs de s'adapter, mais la fin définitive de tous ces produits qui ont terriblement appauvri les sols, qui ont eu pour conséquence la quasi-disparition, en tout cas la forte réduction de vastes populations d'abeilles, avec toutes les conséquences que ça a en termes de pollinisation, de perte de biodiversité dans la flore aussi. Et donc il faut radicalement changer de modèle agricole. Ça, pour l'Europe, c'est une priorité. Mais revenons sur Terre, en effet, hein, c'était Ouais. un scénario fiction, donc revenons sur le champ de la Belgique, on va dire. Et donc, imaginons que le 26 mai, votre parti gagne les élections au plan régional et fédéral, et C'est déjà plus réaliste. vous avez la possibilité de fixer les deux grandes priorités du prochain gouvernement sur les matières qui concernent la lutte contre le changement climatique et la protection de la biodiversité. Quelles seraient vos deux priorités? Alors pour la lutte contre le réchauffement climatique, c'est difficile d'en choisir une, hein, mais je me plie à l'exercice. Mais je pense que ce qui serait la mesure à la fois la plus juste socialement et écologiquement la plus efficace, c'est l'isolation des bâtiments. On sait qu'aujourd'hui, il y a encore une déperdition d'énergie énorme dans les bâtiments, aussi bien dans le logement que dans les bureaux, que dans les commerces, etc. Donc il faut non seulement des normes beaucoup plus sévères, mais un vrai plan d'isolation des bâtiments qui aide en particulier les familles, mais les petites et moyennes entreprises aussi à fortement réduire leur consommation d'énergie. C'est aussi bon pour leurs factures, donc c'est en même temps une mesure qui soutiendra le pouvoir d'achat des ménages les plus modestes. Et donc nous, on vise toujours à ce que toute mesure écologique ait aussi un effet en termes de justice sociale. Ça, sur le climat, on y reviendra Sur le plus tard. climat, oui. Et sur la biodiversité, Sur la peut-être. biodiversité, je pense que dans les compétences qui sont les nôtres, puisque vous évoquez le Mhm. régional et le fédéral, on n'en a pas énormément, mais on pourrait, en Wallonie en particulier, étendre encore beaucoup, beaucoup plus les réserves Natura 2000. Ça fonctionne bien, on en a encore fait pas mal. Quand j'étais ministre-président à la région Wallonne, on a encore consacré un très grand nombre de nouvelles réserves Natura 2000. Et on voit quand même que c'est des formidables réserves de biodiversité. Non seulement on préserve, mais on voit que la biodiversité revient dans un certain nombre de ces zones parce qu'on les a classées, on les a préservées d'une série d'activités qui risquaient de voir disparaître de nombreuses espèces. Donc, vous avez parlé de chauffage et d'isolation des bâtiments. Et en effet, on a fait une étude consacrée aux subsides, ou ce qu'on appelle les aides aux énergies fossiles. Et l'étude démontre que chaque année, la Belgique octroie 2,7 milliards d'euros donc par an comme aide, ou comme, principalement des réductions de taxes, qui est en fait utilisée pour brûler du pétrole. Donc c'est un incitant à alimenter le changement climatique. Si on prend un exemple concret que vous connaissez bien, les voitures de société, plus précisément les voitures salaires, on voit qu'un ménage qui bénéficie d'une voiture salaire a un avantage fiscal d'environ 500 euros par mois, alors que les autorités belges consacrent moins de 100 euros par mois et par ménage pour les transports en commun. Donc c'est un avantage qui en plus est inéquitable puisqu'il ne bénéficie qu'à moins de 13% de la population. Et donc de cette étude, on a sorti une série de propositions et on souhaiterait avoir la position de votre parti sur deux de ces propositions. La première étant le démantèlement de l'avantage pour les voitures de société à horizon 2025 et la seconde étant le fait d'instaurer une taxe sur le kérosène et une TVA sur les billets d'avion. Le plus tôt possible, mais on a le même horizon de 2025 pour toutes ces mesures.
Alors pour le système des voitures de société, il faut effectivement le démanteler. Il faut le démanteler par étapes en l'intégrant dans une réforme fiscale globale. Parce que ce qu'il ne faudrait pas, il faut le démanteler pour les raisons que vous avez évoquées. C'est-à-dire que c'est absurde aujourd'hui que certaines personnes qui bénéficient d'une voiture et parfois d'une carte essence en plus aient plus envie de prendre leur voiture pour quelque trajet que ce soit que les transports en commun, alors que parfois ils le pourraient. Et donc c'est vraiment le type de mesure qui va dans la mauvaise direction. En même temps, comme c'est terriblement inscrit dans le système fiscal et même dans le système salarial belge, il faut éviter que ça crée des injustices sociales. On a toujours l'image du cadre supérieur avec sa grosse voiture de société, mais c'est pas le seul cas de figure. Moi, j'ai rencontré beaucoup de jeunes qui m'ont dit, voilà, j'étais engagé dans une Mm. boîte, le patron m'a dit, je peux pas te donner un gros salaire, mais je peux te donner une voiture en complément, une fameuse voiture de société. Ben, ça peut arranger ces jeunes parce qu'ils ont de toute façon besoin d'une voiture, et donc c'est un espèce de complément de salaire. Si demain vous leur dites que vous avez toujours le petit salaire mais vous n'avez plus la voiture, à côté vous allez créer vraiment de l'injustice sociale, et en particulier pour certains ménages qui n'ont pas forcément des très très gros revenus. Donc il faut intégrer le démantèlement du système des voitures de société dans une réforme fiscale globale qui fasse que ceux qui en bénéficiaient, et en particulier ceux qui ont des bas et moyens revenus, ne perdent pas de leur salaire poche à la fin du mois. Mais ça doit s'inscrire dans une réforme fiscale générale, ce pourquoi on plaide, nous, la globalisation des revenus, c'est-à-dire faire davantage payer les revenus du capital, faire moins payer les revenus du travail, et du coup pouvoir intégrer aussi le lissage de la fin de ce mécanisme dans cette réforme fiscale. Je pense que c'est clair pour les internautes. Et sur le volet donc aviation, enfin, Alors, sur le kérosène, il faut évidemment imposer une accise sur le kérosène et je dirais même un TVA sur le prix des billets d'avion, parce qu'aujourd'hui, le système est là aussi absurde, même économiquement. Il n'y a pas très longtemps, quelqu'un qui m'interpellait dans la rue me disait je suis allé à l'aéroport et le parking m'a coûté plus cher que le billet d'avion. mm. Le parking pour aller 5 jours en vacances avait coûté plus cher que le billet d'avion. C'est dire si, à un moment donné, le système tel qu'il existe aujourd'hui peut être absurde et génère effectivement un trafic qui est un trafic excessif. Alors évidemment, ça ne peut se faire qu'à l'échelle européenne. Et je ne dis pas ça pour essayer de trouver une excuse. Je pense que quand on peut le faire à l'échelle régionale ou à l'échelle nationale, il faut le faire. Ici, ce serait tout simplement impossible. Je prends l'exemple de l'aéroport de Charleroi, puisque je le connais bien, étant bourgmestre de Mm. Charleroi. Bien, si demain on dit le kérosène est taxé en Belgique, il n'y a plus un avion qui fera le plein de kérosène à Charleroi, ils iront simplement faire le plein à Lille ou dans un autre aéroport proche. Et donc ça n'aura absolument pas réglé le problème, ça aura simplement déplacé le problème d'un pays à l'autre. Donc il faut qu'il y ait un bloc d'États européens suffisamment nombreux pour pouvoir l'imposer. D'accord. Pour le autre sujet qui touche le quotidien des gens, c'est l'alimentation et l'agriculture. Vous savez que notre système agricole aujourd'hui a créé d'énormes dégâts sur la nature. On a des pertes de population qui dépassent les 50% sur certaines espèces d'oiseaux en milieu agricole. On a des problèmes pour la santé des agriculteurs, des consommateurs. On a perdu 60% des emplois depuis 1980 dans le secteur agricole. Aujourd'hui, l'agriculture est responsable en Belgique de 10% des émissions de gaz à effet de serre. Et c'est un système qui en plus est en faillite virtuelle, puisque sans subside, il ne tient pas. Et d'où notre question, c'est quelles sont les propositions concrètes du PS, portées par le PS, pour changer ce système. Alors je pense que d'abord, il faut toujours clairement faire la distinction entre l'agriculture familiale et l'agriculture industrielle. Parce que quand on pointe les conséquences de l'agriculture en général, on oublie qu'il y a des vrais responsables et puis il y en a d'autres qui sont infiniment moins responsables, voire pas du tout, des phénomènes de perte de Mhm. biodiversité ou bien de réchauffement climatique. Donc nous, on dit, là, c'est fondamentalement la politique européenne qu'il faut modifier. La politique agricole commune, elle apporte des subsides et ces subsides, ils sont calculés pratiquement exclusivement, en tout cas pour l'essentiel, sur la surface cultivée. Donc ça veut dire qu'en fait, on subsidie la grande agriculture industrielle, celle qui a les plus grandes surfaces. Et on ne tient pas du tout compte des vrais apports, des vrais bénéfices que l'agriculture peut apporter à l'environnement. Une petite ferme familiale de Wallonie, comme il y en a encore des milliers en Wallonie, dans laquelle il y a 50 têtes de bétail, et où ces animaux, ces bovins par exemple, peuvent paître en toute liberté dans des prairies, dans les environs, etc., où ils n'utilisent pratiquement pas de produits chimiques, pratiquement pas de médicaments pour le bétail. C'est une ferme qui a très peu de contributions en gaz à effet de serre et qui rend des grands services à l'environnement parce que les prairies de pâture, c'est des puits de carbone, donc ça va aussi absorber du carbone. Toute cette forme d'agriculture-là, il faut la soutenir et donc il faut réorienter les aides européennes. Elles ne doivent plus être calculées sur la surface, elles doivent être calculées sur le revenu des agriculteurs. Il faut permettre aux agriculteurs de vivre décemment de leur activité qui est très lourde et en même temps, elle doit être calculée sur les services qui sont rendus
rendu par l'agriculture à l'environnement et à la biodiversité en particulier. Donc vous êtes favorable à une révision de la PAC Une révision en faveur complète de la PAC, oui. D'accord. On pourrait Troisième prendre sujet. d'autres exemples parce que le sujet me passionne, mais je ne suis pas sûr qu'on ait encore le temps. Au fond, oui, on verra ce qui nous reste comme temps qu'on interview. Il y a un autre exemple qui nous tient particulièrement à cœur, c'est celui de la déforestation. On a sorti une autre étude, il y avait l'étude sur les fossil fuels, les subsides aux énergies fossiles. On a aussi fait une étude sur l'impact de la Belgique sur la déforestation dans le monde. Et cette étude arrive sur des chiffres un peu hallucinants, puisque la Belgique monopolise 10 millions d'hectares de terre pour produire des produits qui viennent de la forêt ou qui ont remplacé une forêt. Ce qui veut dire 3,5 fois la surface de la Belgique. Alors dans ces 10 millions d'hectares, il y a une part importante qui se trouve dans des pays à haut risque de déforestation, comme la Côte d'Ivoire, le Brésil, l'Indonésie, et ça concerne principalement des produits comme le soja, l'huile de palme et le cacao. Et du coup, notre question, c'est la suivante, c'est quelle mesure propose votre parti pour faire en sorte qu'on arrête de déforester au-delà de nos frontières, d'une part, mais aussi de faire en sorte que le consommateur puisse acheter les yeux fermés, si je peux dire, sans se demander s'il est en train de contribuer à la déforestation en achetant un morceau de chocolat. Moi, je ne crois pas au système des labels et au système volontaire des producteurs. Parce qu'alors, on demande aux consommateurs aussi un travail impossible. Il doit vérifier si c'est bio, il doit vérifier si ça ne fait pas de déforestation, il doit avoir le Nutri-Score, il doit vérifier si c'est aussi du commerce équitable. On va avoir finalement des produits couverts d'étiquettes et de labels et on ne s'en sortira plus. Donc non, moi je crois que tout simplement l'Union européenne devrait purement et simplement interdire l'importation de produits, que ce soit des bois exotiques par exemple ou l'huile de palme que vous citiez, interdire l'importation de ces produits sur le continent européen parce qu'effectivement on contribue à exporter ou notre pollution dans un certain nombre de cas ou à contribuer à la déforestation dans d'autres régions du monde. Il y a des substituts sans aucun problème à l'huile de palme. Il y a de plus en plus d'études d'ailleurs de médecine qui montrent que ça a probablement des conséquences qui ne sont pas bonnes du tout sur la digestion et donc sur la santé. Il faut tout simplement apprendre à s'en passer et le remplacer par d'autres huiles qui, elles, respectent l'environnement. D'accord. Avant de passer à la question jeune, on a une dernière question qui s'appelle Retour vers le futur. Alors hier, vous publiez une tribune dans Le Monde dans le cadre de votre candidature aux élections européennes en invitant en quelque sorte à ne pas valider la prochaine commission, ce qui est le gouvernement européen, si on veut, si on ne respecte pas certains principes, dont le premier principe, que je lis ici, c'est l'Europe doit viser la neutralité carbone en 2040 et faire de la préservation de la biodiversité une priorité majeure. Et ma question, c'est est-ce que vous seriez prêt à tenir cette position aussi lors de la prochaine formation des gouvernements évidemment, fédéraux? c'est pour ça que je l'écris, sinon je ne l'écrirai pas. Si je l'écris et si je le rends public, c'est pour dire aux électeurs, si vous votez pour moi, non seulement je défendrai ces valeurs jusqu'au 26 mai, mais je les défendrai encore au lendemain du 26 mai. Et le lendemain du 26 mai, c'est évidemment très important. C'est le moment où on va se dire à l'échelle européenne quelles seront les priorités pour les 5 prochaines années, quels seront les budgets qu'on va mettre aussi pour les 5 prochaines années, et à partir de là, comment on va composer un exécutif européen, cette fameuse commission. Et moi, je dis très très clairement, si ces priorités, celle-là notamment, c'est pas la seule, il y a la lutte contre la pauvreté des enfants, il y en a un certain nombre d'autres, mais celle-là notamment, si elle n'est pas rencontrée, eh bien, tous ceux qui signeront ce pacte, qui est ouvert d'ailleurs, tous les citoyens peuvent le signer, c'est votepacte.eu, donc c'est facile à trouver sur Internet, eh bien, s'engagent à ne voter que pour des candidats qui défendront ces valeurs et qui s'engagent eux-mêmes, les candidats, à voter contre la prochaine commission si elle ne fait pas de cette transition sa priorité principale. D'où la question Retour vers le futur. Qu'est-ce que vous aimeriez qu'on dise de vous ou du PS dans 30 ans sur ces questions du climat et de la biodiversité? Ce que j'aimerais qu'on dise du PS, c'est grâce au PS notamment, parce qu'on ne fait jamais rien tout seul, mais grâce au PS notamment, on a réussi la transition écologique, on est arrivé à la neutralité carbone, avant 30 ans j'espère, et tout ça en ayant en plus amélioré la justice sociale, parce que ça c'est vraiment notre marque de fabrique. Il y a d'autres visions de l'écologie, d'autres couleurs et qui recourent à d'autres moyens, mais pour nous, une écologie doit être sociale, doit être populaire. Si vous dites il faut du bio, mais que certains ne peuvent pas accéder au bio, certains ont dit il faudrait augmenter le prix de la viande. Moi, je ne partage pas du tout ce type de mesures. Ça aurait simplement pour conséquence que certains pourraient encore manger de la viande et d'autres ne pourraient plus en manger. On reviendrait à des injustices du début du siècle, en quelque sorte. Donc, il faut trouver à chaque fois les mesures, à travers des normes, à travers des soutiens publics, à travers des investissements, qui font que la transition écologique, elle est aussi un levier de justice sociale. D'accord. Alors, justement, on parle du futur. Et en fait, le futur, il est ici, puisqu'on a Shaheen, qui va lui céder ma place. Voilà. 5e année secondaire, si je ne me trompe pas. Bonjour Bonjour Shaheen. Il est grand, Shaheen.
Et donc, Chahine, je vais vous demander d'abord nous dire pourquoi vous êtes ici. Hein. Qu'est-ce qui vous amène à venir vouloir poser une question à Monsieur Magnette, et ensuite, évidemment, à poser votre question à Monsieur Magnette. Évidemment. Donc, bonjour monsieur. Bonjour. Je suis venu ici d'abord pour connaître vos positions. Et je trouve que le climat est une importance capitale, surtout pour moi, pour mes enfants. Pour mes parents, je ne sais pas vraiment si le climat leur intéresse. Pour eux, leur vie finit dans 40 ans. Ouais. Et pourtant, La mienne aussi, mais pourtant, on espère l'espérance de bien vie en vivre Belgique est de 80 ans. Donc pour eux, ce qui se passe après 40 ans, et là je les cite, n'est pas leur problème. C'est plus à moi, à mes enfants. Et pour la première fois, j'ai vraiment peur que moi et mes propres enfants, que mes petits-enfants, ne puissions plus vivre comme nos parents, nos grands-parents ont pu vivre avant. Et donc, sur la question du climat, juste parce qu'en fait, depuis 2012, la neige ne tombe plus aussi abondamment qu'avant. Mon petit frère, par exemple, qui est né en 2012, a dû attendre 3 ans avant de voir les premières tombées de neige en Belgique. Et moi, ça m'a vraiment marqué. Et je suis venu justement pour ça. Je veux que des partis puissent me dire avec confiance, j'ai besoin en fait de personnes qui puissent m'assurer, me dire qu'on y arrivera. Et sans cette assurance, je pense que le 26 mai, je voterai blanc. Et donc ma question est, on repose dans une économie qui est axée sur la croissance, dans un monde qui a des ressources naturelles limitées. Conséquence, on épuise justement ces ressources limitées. Et donc, est-ce que le Parti socialiste a des idées pour permettre à cette croissance-là de l'économie de préserver la nature? Et qu'en pensez-vous donc de la décroissance si la croissance ne peut pas préserver la nature? Alors, d'abord, merci pour votre question. Ta question, je ne sais pas si je dois te tutoyer ou te voyer. Je trouve formidable, moi, que les jeunes se mobilisent, mais je pense qu'il ne faut pas non plus opposer les générations, puisque vous parlez de vos parents. Moi, j'ai l'âge de vos parents à peu près, peut-être même un peu plus, mais j'ai aussi des enfants de votre âge. Et oui, quand on est parent et qu'on a 40, 45, 50 ans, évidemment qu'on se soucie de laisser un monde qui soit un monde vivable pour ses enfants et ses petits-enfants. C'est pas parce qu'on se dit oh, d'ici 40 ans, il n'y aura pas trop de réchauffement climatique qu'on ne pense pas à ceux qui vont nous succéder. Donc évidemment, si on fait des enfants, c'est qu'on croit dans la vie, c'est qu'on croit dans l'avenir et qu'on a envie que ça se passe bien. Alors, la question de la croissance, c'est une question vraiment importante. Moi, je ne crois pas que la décroissance, souvent mal organisée, soit la solution. Parce qu'il y a encore beaucoup de besoins humains qui ne sont pas rencontrés dans le monde. Il y a encore beaucoup trop de régions du monde dans lesquelles les enfants n'ont pas accès à l'école, n'ont pas accès aux soins de santé, les adultes non plus d'ailleurs. Et même dans notre société, il y a encore beaucoup trop de gens, il y a encore à peu près une personne sur 5 qui vit en situation de précarité ou de pauvreté, qui doit renoncer à se soigner, qui doit renoncer à se loger correctement, qui n'a pas les moyens de se nourrir avec une alimentation saine. Et donc pour ça, pour ces familles-là, elles ont besoin d'avoir davantage de moyens et davantage aussi de services qui leur soient rendus. Et ça, c'est à travers de la croissance. Mais la croissance, elle doit surtout reposer d'une part sur une justice. Ça ne sert à rien d'avoir une croissance si c'est seulement les plus riches qui en profitent. S'il y a de la croissance, il faut surtout que ça permette de mettre fin à la pauvreté et de faire en sorte que tout le monde, de manière vraiment universelle, ait accès aux besoins fondamentaux. Et puis cette croissance, elle doit être durable. C'est-à-dire que c'est une croissance qui doit être neutre en carbone et qui doit être neutre en termes d'exploitation des ressources naturelles et de protection de la biodiversité. Donc ça ne passe pas par une seule mesure. On en a évoqué beaucoup, je ne sais pas si vous avez suivi le débat. Donc ça passe par des mesures de réduction de la consommation d'énergie, évidemment dans les logements, dans la mobilité. En plus, c'est bon pour le pouvoir d'achat, en particulier de ceux qui ont les revenus les plus modestes. Ça passe par un changement radical de notre mode de production agricole et de notre mode d'alimentation. Mais ça ne veut pas dire que ce sera moins bien, parce que ça, je pense que c'est aussi très important qu'on ne donne pas l'impression que demain, on vivra moins bien qu'aujourd'hui. Non, voilà, il faut pouvoir dire que ce sera différent, mais si demain, l'air est moins pollué, il y a moins de bruit, il y a plus d'arbres, il y a plus d'oiseaux, etc., ben on sera plus heureux si en plus on mange mieux, si nos logements sont plus agréables, s'il y a des transports en commun. Moi, je rêve de vivre dans un monde comme celui-là. Donc je pense que la transition climatique, ça ne doit pas être vu comme une contrainte, au contraire, ça doit vraiment être vu comme une chance de construire à la fois plus de justice sociale et un monde où il fait mieux vivre. D'accord. Chahine, merci beaucoup pour ta venue et ta question. Monsieur Magnette, merci pour votre participation à ce Panda Live. On va aussi remercier tous les internautes qui nous ont suivis et puis rappeler que la vidéo sera disponible sous peu sur notre site web www.wwf.be ainsi que sur notre page Facebook. Merci à vous tous et passez une bonne journée.